nos sociétés ne sont pas prêtes à intégrer la question de nos réserves alimentaires. Et derrière ces réserves alimentaires se cache une question d'eau. Quand vous avez de grands défis en France, vous avez peut-être entendu dans les journaux, dans les médias, parler de ces bassines. Donc ce sont des réservoirs en surface que l'on place là, où on nous explique que l'on prend les eaux d'hiver parce qu'il y en a trop, pour pouvoir les garder l'été parce qu'on n'en a plus. La réalité est un petit peu plus compliquée que ça. La réalité, c'est que la France, en fait, qui était un pays tempéré, qui n'a jamais manqué d'eau, il faut imaginer 510 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent en France tout le temps. Alors certes, on a déjà connu des sécheresses historiques. On a même pu, si on remonte en 1303, on a même pu traverser le Rhin à pied sec. On pouvait jouer à la pétanque en 1976, un peu plus récemment, sur le Rhône. On a déjà connu des sécheresses gigantesques de la Seine. Mais en fait, ça fait partie d'une variabilité naturelle qui a toujours existé. Et donc, on a toujours connu notamment des inondations gigantesques. Là encore, ça fait partie de l'autre extrême. On a connu des inondations bien pires que peut-être les images que vous avez peut-être vues de Paris en 1910 sur des photos en noir et blanc où on voit les Parisiens se balader dans des canaux, qui est la référence de la crue centenale. Si on remonte jusqu'au Moyen-Âge, on a connu des choses bien plus monstrueuses qui déjà à l'époque faisaient penser à un changement climatique. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire qu'on a un nouveau vecteur qui rentre en jeu. Je vous invite à prendre les unes du Monde chaque année, depuis le début des années 2000. Et chaque année, vous avez une répétition qui vous dit l'année la plus chaude jamais recensée dans l'histoire de France, l'été le plus chaud, le mois le plus chaud, la succession de records le plus chaud. À partir du moment où on ne voit que des records qui sont à chaque fois battus, à l'image des 10 derniers jours qu'on a pu vivre sur Paris, où il faut à un moment donné se poser la question de cette anormalité d'avoir de telles températures début septembre. On avait pourtant eu des signaux. L'année dernière, on avait déjà eu une canicule extrêmement tardive, la première semaine de septembre. L'année dernière, ça correspondait à 1% de probabilité qu'un événement de ce type-là, avec plus de 40 degrés la première semaine de septembre, puisse se produire en France. 1%. Donc en fait, la France est en train de basculer dans une situation à peu près inconnue. Ça ne s'est pas vu dans les premiers temps, la température augmentait, mais on ne voyait pas l'impact direct sur notre société. C'est-à-dire qu'on ne maîtrisait pas, on voyait bien qu'il faisait plus chaud, on voyait bien, mais ça restait quand même tellement agréable d'avoir 30 degrés dans les Hauts-de-France au mois d'octobre. Franchement, on continue la période de barbecue. On est quand même plus sympathique derrière. Et donc, le côté très sympathique même du changement climatique, tel qu'il s'est invité dans nos vies, parce que derrière, si vous regardez la température parisienne, il y a encore 10-15 ans, et la température actuelle, c'est quand même beaucoup plus agréable, jusqu'à une certaine limite. Et donc, ça ne se voyait pas directement dans le cycle de l'eau. À partir de 2017, on va commencer à avoir un fléchissement, c'est-à-dire que ces températures qui ne font que monter vont commencer à être perçues directement sur nos systèmes et sur nos systèmes économiques. On va vivre 10 mois quasiment sans une goutte de précipitation. 10 mois continus où la France va vivre une sécheresse historique. Et on va basculer en l'espace d'une semaine en une inondation gigantesque. C'est-à-dire on finit le 26 décembre 2017 sur une sécheresse historique et on va basculer sur une inondation de la Seine importante au mois de janvier. Alors pourquoi je vous parle de ce sujet-là au mois de janvier 2018 ? Parce que quand on est dans un monde inconnu et qu'on n'a quasiment plus de repères, parce qu'en général, quand vous êtes hydrologue, vous avez besoin de très très longues séries de données pour comprendre les tendances. Mais là, on avance sans vraiment plus avoir rien sur lesquels on peut s'accrocher. Eh bien, janvier 2018 peut nous servir d'appui pour comprendre comment on pense, comment on réfléchit encore et à quel point il va falloir que vous et nous, eh bien, nous changions dans notre manière de penser. En janvier 2018, on va avoir tellement d'eau qui va tomber sur la France et notamment sur le bassin parisien après autant de mois de sécheresse qu'on va se sentir complètement protégé. On ne sera plus en danger. La sécheresse, c'est du passé, c'était l'année dernière, ça ne nous concerne plus. Et voire même, on va avoir un printemps très pluvieux, tellement
qu'on va se retrouver avec 30% d'excédent dans quasiment toutes nos nappes souterraines. Donc quand on a beaucoup trop d'eau et qu'on a été habitué à être un pays tempéré, eh bien on ne se pose pas trop de questions. On se dit, bon, on a eu une année à part, un peu comme on avait pu avoir à l'époque, si on remonte en 1976, on avait une sécheresse absolument historique. Et à l'époque, d'ailleurs, on avait demandé aux Français de payer un impôt sécheresse. Ça avait coûté la place de Jacques Chirac à l'époque, parce que derrière, les Français ne lui avaient pas pardonné de devoir payer, eux, pour les agriculteurs. Et donc, en fait, on a déjà connu des choses. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, en 2018, on a énormément d'eau, on n'a plus de problème, et il va suffire de 3 semaines de canicule durant l'été pour qu'on rebascule dans une année de sécheresse historique. Et pourquoi c'est important à comprendre? C'est parce qu'on n'a plus de repères. Et la première chose qu'on nous demande dans les médias, c'est « mais regardez, il a plu, on n'a plus de problème. Mais regardez, on vient de passer une semaine de pluie. » Sauf que si vous rajoutez à ça des canicules, c'est comme si vous mettiez la France sur un grill et vous allez générer de l'évaporation et de l'évapotranspiration extrêmement massive et la France replonge. Le problème, c'est que la France, elle replonge en fonction de la manière dont elle est résiliente. Et la manière dont elle a construit cette résilience, c'est la manière dont elle a habité ces terres. Si elle a trop urbanisé ces terres et qu'elle ne laisse pas la place à l'eau pour s'écouler dans la ville, pour que l'eau puisse pénétrer dans les sols, si on n'a que de l'eau qui ruisselle très rapidement en direction des cours d'eau en portant tous les polluants avec elle, eh bien, ce n'est pas une France qui devient résiliente. Et lors, en l'occurrence, on a une urbanisation galopante en France qui prend toujours plus d'emprise sur les terres. Et puis, si on va sur les terres agricoles dans nos campagnes, on a compacté nos sols. On les a abîmés, puis surtout, on a retiré la vie qu'il y avait dans ces sols. Or, il y a un microbiote dans les sols, un peu comme à l'image derrière de notre intestin. Nous avons un microbiote avec tout un écosystème qui fonctionne ensemble. Et si vous le retirez, eh bien à ce moment-là, vous retirez la vie des sols. Et vous permettez à des sols de devenir extrêmement fragiles. Et donc, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que si vous avez un changement climatique, mais qu'on a retiré, comme c'est le cas en France, 50 à 80% des zones humides qui permettaient de garder de l'eau, si on a décidé d'assécher les mares pour gagner toujours un peu plus de surface agricole, si on décide à un moment donné d'aménager toujours plus de zones pavillonnaires sans jamais intégrer cette eau, eh bien cette eau ne trouve plus sa place. Et quand elle tombe, elle est extrêmement rapidement perdue et elle s'en va. Donc voilà quels sont les grands défis qu'on a devant nous et sur lesquels on va devoir faire face. C'est qu'on a aujourd'hui construit une terre qui est devenue au fur et à mesure finalement très peu résiliente. Et il faut comprendre une chose, c'est que c'est très compliqué pour une goutte d'eau de pouvoir réussir à rejoindre une nappe phréatique. Déjà, sur une pluie, vous avez 100% de la pluie, le 2/3 repart tout de suite dans l'atmosphère. Voire même parfois, quand il fait trop chaud, vous avez des orages et ils ne touchent même pas le sol, l'eau repart directement dans l'atmosphère. C'est ce qu'on a pu vivre l'année dernière en 2022. Ensuite, quand cette eau tombe sur le sol, vous avez à peu près 32% de l'eau qui va s'écouler sur le continent. Elle va se répartir en d'abord 23%, 26% qui ruissellent jusque dans les rivières. Et quelle est la part qui réussit à traverser les sols, à rejoindre les nappes? Et bien dans le cadre idéal, pas dans le cadre où on a compacté les sols, dans le cadre où on a utilisé massivement des intrants agricoles, des pesticides, fongicides, pas dans ce cas-là, ni quand on a urbanisé. Dans un cadre idéal, l'eau qui rejoint directement les nappes, c'est 9 à 10% de toute l'eau de la pluie. Ça veut dire que quand on décide de vider une nappe phréatique et de pouvoir récupérer cette eau à des fins personnelles, on décide à un moment donné d'assécher une zone. C'est comme si on avait pris l'équivalent de 10 fois la quantité en pluie. Et donc quand en plus on la met directement en surface, soumise à évaporation, évapotranspiration, eh bien le problème c'est que cette eau, elle repart dans l'atmosphère et on en perd entre 20 et 60%, et puis on en perd encore plus suivant les températures et les canicules qu'on va avoir. On a trop peu de données sur ce qui se passe, on a trop peu fait de recherches, mais en tous les cas, dans la littérature scientifique, c'est les chiffres sur lesquels on tombe. Donc il va falloir prendre des bonnes solutions, et parfois, quand l'homme est dans une phase de crise, il a tendance à prendre des solutions rapides, immédiates,
efficace. Et c'est vrai que quand on a 90% des zones en France qui sont en phase de crise, de sécheresse, et que l'irrigation des terres est complètement interdite, eh bien c'est tout de même beaucoup plus simple d'aller piocher sous le sol, puisque tout le monde le fait dans le monde, et qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui devient logique, c'est-à-dire que cette eau, à qui elle appartient? Elle appartient à personne, elle est sous le sol, elle m'appartient, c'est ma terre, donc c'est mon eau. Et donc, on a vraiment un problème qu'il va falloir à un moment donné lever, et si on va plus loin, on a de nombreuses questions qui se posent, et la question de l'eau, ça rejoint surtout une question géopolitique. À qui appartient cette eau? Quand j'ai une source d'eau et que derrière, je suis en Éthiopie et que cette eau alimente le Nil et alimente l'Égypte à l'aval et que je décide de créer un barrage, eh bien derrière, je deviens très fort parce que je suis à l'amont. Et donc, qui va être le plus fort? Ce sera peut-être celui qui sera le plus armé pour derrière dissuader l'autre. Mais en tous les cas, il y a des luttes de pouvoir, il y a des logiques qui dépassent largement la seule dimension géographique du cours d'eau. Puis vous avez le cours d'eau en surface, mais vous avez aussi l'eau souterraine, à qui elle appartient, comment est-ce qu'on fait? Et puis le changement climatique nous pose une nouvelle question, parce que ce qui fonctionnait à un moment donné, eh bien, à d'autres ne fonctionne plus du tout. Je vous prends un exemple, un tout petit cours d'eau qui s'appelle le Silala, qui traverse le Chili, la Bolivie et le Chili. Jusque-là, ce cours d'eau surgissait depuis la Bolivie et avait son tracé naturel. Au début des années 1900, le Chili, qui commençait à exploiter massivement le désert d'Atacama pour tous les minerais rares qu'on pouvait y trouver, décide de créer un canal, et donc en fait de rerouter cette eau. Et elle garde cette eau pour elle. Et puis ça arrange la Bolivie parce qu'elle prend beaucoup d'argent et la Bolivie a beaucoup d'eau, beaucoup trop d'eau, elle est humide, donc elle n'a pas besoin de cette eau supplémentaire. Et donc ça fonctionne très très bien pendant 120 ans, jusqu'à un moment où la Bolivie se met à être face à un changement climatique massif et à vivre des sécheresses extrêmes. Et à ce moment-là, eh bien, elle décide que ce cours d'eau, qui part de chez elle, lui appartient. Et donc elle demande de récupérer ce cours d'eau. Le problème, c'est que le Chili s'est habitué à avoir ce cours d'eau, donc il estime qu'il lui appartient. Et puis maintenant, dessous, vous avez aussi la nappe, à qui elle appartient. Elle est entre les deux pays. Et donc tout ça finit par se décider au niveau de la Cour pénale de justice de La Haye. Donc on voit à quel point la question aujourd'hui de l'eau sera une question et un défi qui sera autant une question juridique, de droit. Quel est le droit à la rivière d'ailleurs de se défendre? C'est aujourd'hui des questions qui commencent à être posées. Est-ce qu'on peut donner derrière une responsabilité juridique à une rivière pour qu'elle prenne sa propre défense face à un monde qui est totalement anthropocentré et où on décide que la rivière nous appartient? La rivière appartient toujours au plus fort et on est capable de décider, par exemple, sur la mer d'Aral, qui était une grande mer intérieure, qui fait à peu près l'équivalent de 2 fois la Belgique. On a décidé de prendre 2 cours d'eau, le Sir-Daria et la Mour-Daria, et de dire, écoutez, je suis l'Union soviétique, on est au début des années 1918-1920, je vais rerouter cette eau, et derrière, je vais créer une énorme zone derrière où je vais mettre du coton massivement et je vais exploiter ce coton. Et bien, au fur et à mesure, à force de contourner ces 2 cours d'eau, on a vidé une mer intérieure.